BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos. Chaque vendredi, bienvenue à tous. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles répondent à l'appel de BFM Business. Ils sont là, ils viennent de nous rejoindre. Ah, il est convalescent, son genou, ça y est, ça va un peu mieux. Thibaut Boutroux, on a plaisir à retrouver. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. C'est votre première de la saison, Thibaut? C'est ma première de la saison. On est ravis de vous retrouver et le genou va un peu mieux. Le genou va un peu mieux. Vous êtes venu en rampant, mais on s'est dit que c'est ça. Quand même... Je suis parti hier. Il est directeur général de Meria. Elle vient de nous rejoindre également, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Directrice générale de l'ADAN. Vous venez de vivre une semaine forte à l'ADAN. Vous nous décrirez les choses dans un instant. D'abord, Xavier Fenot est avec nous pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. C'est une fin de semaine qui bouge sur le Bitcoin. On a eu une belle hausse là, toute récente ces dernières heures. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue technique, Xavier? Oui, on a fait même une belle semaine sur le marché. Alors Bitcoin a pris quand même un peu moins de 10% sur la semaine. On repasse les 120 000 $, plus que 3% pour les records historiques qu'on avait fait le 14 août. On a eu un petit mouvement de panique il y a tout juste une semaine qui est complètement effacé. On avait eu quand même à ce moment-là 3 milliards de dollars de positions liquidées pour cause d'effet de levier. Alors dommage, parce qu'aujourd'hui Bitcoin est 10% plus haut. Donc oui, l'enthousiasme autour de Bitcoin, et on l'avait dit ensemble d'ailleurs il y a 2 semaines, même s'il devait retourner sur 100 000 $, ça resterait positif quand même à moyen terme. Donc c'est pour ça qu'avec tous ces mouvements de volatilité qu'on peut connaître alors que le marché a besoin de respirer, il y a un an, je rappelle, on était à 55 000 $, prendre du recul, ça permet d'éviter ces sueurs froides et aussi d'éviter de céder à l'euphorie en se disant finalement ça y est, ça tient, ça relance et j'y vais. Donc toujours être progressif dans ses choix en cédant, comme je vous l'avez proposé, de moyenne mobile 20 à 50 semaines sur ces graphiques. Ça matérialise les tendances et ça lisse les oscillations insignifiantes. Donc d'un côté, on a un bon comportement en période de shutdown, problème de budget, d'endettement des États, où on peut se poser la question, d'ailleurs, Bitcoin ne serait-il pas finalement un vrai refuge? Et d'un autre côté, les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis, alors ceux de mercredi, puisque on n'aura pas le NFP aujourd'hui, montrent que l'emploi ne va pas bien aux États-Unis. Donc ça renforce l'idée d'une double baisse des taux d'ici la fin de l'année par la Fed, ce que le marché n'avait pas obtenu dans le discours de Jérôme Powell il y a 2 semaines. 90% du marché l'anticipe maintenant. Alors je disais il y a 2 semaines, et forcément encore aujourd'hui, les voyants sont ouverts pour aller chercher des nouveaux records historiques au-dessus des 125 000 $. Par contre, il faudra rester vigilant une fois que ce sera fait, parce que il y a souvent une phase de consolidation juste après, d'où le terme progressif que j'utilise souvent. Donc positif encore aujourd'hui, au-dessus de 100 000 $ à moyen terme encore, 115 000 $ à court terme tant qu'on tient, en préférant plutôt acheter des replis que des accélérations. Est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui pensent qu'à partir de la fin de l'année, ça y est, on aura terminé ce bull market sur Bitcoin et on entrera peut-être ensuite, 2026, dans un bear market? Est-ce que l'histoire des cycles, est-ce que tout simplement le contexte technique sur les cryptos vous amène à le penser, vous, Xavier? Je pense que c'est un peu compliqué de se projeter maintenant en bear market alors que tous les voyants sont ouverts, comme je viens de le dire. Je pense que là, on voit encore une fois, par rapport au comportement qu'on a depuis maintenant une semaine. C'est vrai qu'il y a une semaine, on pouvait se poser la question si on allait enfoncer, pourquoi pas, les 100 000 $. Bon, finalement, ça tient très bien malgré toutes les conditions qu'on voit. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cet effet de mimétisme avec les marchés traditionnels. On peut se poser la question, si on extrapole un petit peu sur le SP500, les niveaux de valorisation, toutes les problématiques, une fois que les baisses des taux seront passées, parce qu'il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Mais pour le moment, sincèrement, je me projette pas sur le bear market. Je préfère accompagner le mouvement le plus longtemps possible et on aura l'occasion de se reposer la question une fois qu'on aura déjà des signaux techniques. Oui, sur le marché action traditionnel, on est à quasiment 36 mois maintenant de bull market. Il avait démarré le 12 octobre 2022, quasi sans s'arrêter. Il y a eu des petites phases de baisse, mais rien de méchant. Et le bull market est quasi sans d'y continuer depuis maintenant 36 mois. On est un peu au-dessus de la moyenne des bull markets, de la durée des bull markets, mais certains bull markets ont duré 3 fois plus longtemps encore que celui qu'on est en train de vivre sur le marché traditionnel. Un petit mot, puisqu'on évoquait juste à l'instant le Bitcoin, de son dauphin, l'Ether. Comment est-ce que vous voyez la suite? On est à peu près 4 500 $ encore aujourd'hui sur l'Ether, Xavier. Cette semaine, on est dans le même rythme que Bitcoin, 8% de hausse sur la semaine. Alors, on a eu l'opportunité, justement, sur l'évité de profiter de son repli sous les 4 000 $. Maintenant qu'Ether a repris 15%, on a cette grosse zone au-dessus de la tête, toujours la même, 4 800 $ qu'il faudra passer avec, pour perspective, 5 300 $ ensuite. La seule contrainte pour ces prochains jours, c'est de tenir les 4 200 $ pour conserver cet objectif qu'on peut considérer comme ambitieux, en tout cas au-delà des 5 000 $, et pouvoir enfin attendre des nouveaux records qu'on attend au-delà des 5 000.
Xavier Fenot, Interactive Trading, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup Xavier. Au sommaire, au menu des pros des cryptos cette semaine, la tokenisation engloutira-t-elle la finance? C'est le terme employé par l'un des grands patrons de Wall Street. Alors le patron d'une société très spéculative de Wall Street, on vous dira qui s'exprime ainsi, qui explique à toute la communauté financière américaine qu'un jour cette tokenisation engloutira la finance. Ce sera dans un instant et nos pros des cryptos nous livreront leur opinion. Des enjeux importants à venir au mois d'octobre. Le rendez-vous à ne pas rater, c'est celui de la SEC qui devrait rendre en octobre sa décision sur 16 candidatures d'ETF, on va en parler. Et puis Kraken, est-il en train d'envisager une introduction en bourse? D'après le magazine Fortune, Kraken aurait déjà procédé à un premier tour de table en vue d'une introduction après celle très réussie de Circle et celle moins réussie de Gemini. On en parlera également. C'est votre machine à condenser l'essentiel, les pros des cryptos, pendant encore une vingtaine de minutes. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Et donc nos deux experts cette semaine, Claire Balva, ravi de vous retrouver Claire. Merci, ravi aussi Guillaume. Et Thibaut Boutroux, dont c'est donc la première en cette nouvelle saison 6. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Et son genou donc en rééducation, la France entière sera au courant. Et on vous souhaite bon courage parce que c'est toujours long une rééducation du genou. Vous avez déjà eu ça Claire, vous, rééducation du genou? Moi non plus, ouais. J'ai une voisine, elle était revenue du ski avec les deux genoux en rééducation. Sympa. Horrible. Ben, elle est là et elle marche normalement à présent. Donc c'est plein d'espoir pour vous. Tant mieux. Plein d'espoir aussi pour... regardez par exemple les cryptos, à chaque fois qu'il y a eu un bear market, on a rebondi après, on a réappris à marcher. Alors voilà, c'est la question qu'on se pose, jusqu'où ira le bull market actuel, on en parlera tout à l'heure. Et puis plus largement, est-ce que c'est pas l'ensemble du système monétaire qui est amené à se transformer avec cette révolution crypto qu'on vit, voire le système financier amené à se transformer lui aussi. Par exemple, du fait de la tokenisation. La tokenisation, d'après le patron de Robinhood, va engloutir, c'est le terme qu'il emploie, le système financier. Engloutir le système financier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ouais. Alors déjà, pour contextualiser sa prise de parole, c'est issu d'une interview qu'il a donnée à Bloomberg à l'occasion de Token 1049 à Singapour, qui est une des grandes messes de l'écosystème crypto. Donc il avait aussi l'audience pour tenir ce propos en face de lui. Il est volontairement pushy et il joue son rôle. Robinhood fait partie des acteurs qui ont pris ce pari, qui ont listé des actions tokenisées récemment. Donc il plaide aussi sa narrative, aussi convaincu soit-il. Après, c'est certain que la tokenisation, c'est pas nouveau, c'est un sujet qui a vraiment le vent en poupe. On arrive à un espèce de point de bascule où on a des volumes qui commencent à monter, on a des plateformes qui commencent à réellement lister, on a des use cases qui se multiplient, on a un cadre réglementaire qui s'affine aussi. Donc effectivement, les voyants sont plutôt ouverts pour un essor massif de la tokenisation. De là à engloutir tout le système financier, naturellement, ça suffira pas, mais ça fait partie des briques, au même titre que les stablecoins et d'autres choses, qui contribuent largement à la numérisation et à l'évolution de ce système financier qui n'avait pas évolué depuis un certain temps. Donc c'est certain, grosse narrative à suivre avec attention et également point de vigilance quand même. On le sait dans la crypto, dès qu'il y a une nouvelle narrative comme ça qui émerge, ça amène beaucoup de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, beaucoup de spéculation autour de ça, et ça peut servir aussi de buzzword à certains projets qui vont être un petit peu moins solides. On a eu le cas avec les NFT, le métaverse, les ICO par le passé, on le sait. Donc il va aussi y avoir un peu de survalorisation. Il faut être vigilant à ça. En tout cas, sur le fond, effectivement, très bonne narrative à suivre. On pourrait imaginer que tout le marché action un jour soit tokenisé, de là à dire qu'il sera englouti. Comment est-ce que vous abordez? Il dit, lui, le patron de Robinhood, après, c'est une valeur, c'est un groupe qui mise beaucoup sur la tokenisation aussi, donc il fait son beurre là-dessus, mais il dit le système financier sera englouti. Comment est-ce que vous regardez la chose, Claire? Alors, moi, je suis convaincue depuis très longtemps qu'effectivement, l'ensemble du marché action a vocation à être tokenisé sur des protocoles blockchain publics. Maintenant, le terme englouti, c'est un élément de langage, de communication pour faire parler. S'il avait simplement dit le marché action va être tokenisé, je ne suis pas sûre que ça aurait fait parler dans la presse. Donc, c'est aussi une manière pour lui de se positionner sur le sujet et de préparer aussi l'ensemble de ses interlocuteurs, de ses partenaires peut-être dans la finance traditionnelle, au fait que désormais, voilà, les choses changent et que s'ils ne se mettent pas à la page, ils vont probablement ils vont pas suivre cette grande migration et ils vont mourir. Et juste d'un mot, parce qu'on en a déjà parlé dans les précédents numéros des pros des cryptos, mais qu'est-ce que ça apporterait la tokenisation du système financier par rapport à son fonctionnement actuel? Plus de fluidité, plus de liquidité, plus de transparence, potentiellement aussi une absence d'horaire. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché action, il ouvre à une certaine heure, il ferme à une certaine heure. Donc, je pense que les deux grandes caractéristiques, c'est cette transparence
et cette agilité dans la tokenisation qu'on a moins dans la finance traditionnelle. Les tokens, on parlera aussi bien sûr des stablecoins tout à l'heure, du Bitcoin et de la profusion des blockchains, parce que tout cela repose sur les blockchains. SWIFT, le système de paiement mondial qui nous fait tous vivre, en fait, on vit tous dans ce système SWIFT sans s'en rendre compte, c'est lui qui permet la fluidité des paiements qu'on connaît aujourd'hui. Bien, SWIFT va ajouter une solution blockchain à son infrastructure. Nous voulons, disent les patrons de SWIFT, nous voulons être la couche d'interopérabilité entre la finance traditionnelle et la DeFi, la finance décentralisée. Elle est majeure ou pas, cette annonce de SWIFT ? Oui, elle est majeure, et pour autant, je pense que beaucoup de monde s'y attendait. Moi, je me souviens déjà en 2016-17, beaucoup de gens disaient la crypto, la blockchain, ça va remplacer SWIFT. Et donc, c'est vrai que c'est une annonce très symbolique de se dire, voilà, les réseaux interbancaires vont petit à petit, probablement, puisque là, on est sur une première phase de migration test pour SWIFT, vont probablement passer sur blockchain. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ils le font. Ils testent ça avec un certain nombre de banques. Alors, il faut quand même rappeler que SWIFT rassemble plus de 11 000 institutions aujourd'hui. C'est vraiment le grand réseau de la messagerie interbancaire qui fait fonctionner le système bancaire aujourd'hui. Et ils ont annoncé ça avec un layer 2, donc une surcouche d'Ethereum, développé par Consensus en l'occurrence, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Linea, qui n'est pas forcément le layer 2 le plus connu, le plus utilisé par les particuliers dans la DeFi. Mais donc c'est très intéressant parce que ça montre aussi que ce layer 2-là trouve son chemin et se développe avec SWIFT et via ces grands partenariats. Et d'ailleurs, on peut s'étonner parce qu'il y a des protocoles qui se positionnaient, je dirais, assez naturellement sur ce type de cas d'usage. Je pense à Ripple, par exemple, qui travaille aussi sur les paiements, beaucoup sur les paiements transfrontaliers. Donc, c'est une news, je dirais, très symbolique, très importante. Et les détails techniques et la manière dont c'est fait sont très intéressants et montrent d'ailleurs que SWIFT, bien sûr, ça reste une institution, je dirais, relativement centralisée avec un certain nombre de banques. Donc, on n'est pas dans un ADN geek crypto pur. Néanmoins, leur choix technique est quand même intéressant parce qu'ils ne sont pas en train de recréer une blockchain privée à partir de rien. Ils développent ça à partir de technologie open source, donc à suivre, mais ça promet d'être assez intéressant. Plutôt pragmatique, Swift en l'occurrence. Est-ce que les cryptos, pour un jour devenir ce qu'elles espèrent devenir, à savoir le nouveau système financier, est-ce qu'elles ont absolument besoin de Swift, Alors techniquement, pour fonctionner, elles n'ont pas spécialement besoin de Swift. Aujourd'hui, les cryptos ont leur réseau natif, Bitcoin a son réseau, Ethereum, Solana, etc. Et ça fonctionne comme ça, donc il n'y a pas besoin forcément du réseau Swift. Ça fonctionne même plutôt bien, parce que quand on regarde aujourd'hui les flux, les transferts en volume sur les stablecoins notamment sont aujourd'hui plus importants que sur Visa et Mastercard. Donc il y a une preuve de concept qui va même au-delà et qui fonctionne. Après, c'est certain qu'une compatibilité et une intégration avec Swift, en termes d'adoption, c'est quand même très puissant et ça ouvre une nouvelle porte à la crypto et pour une diffusion qui est vraiment massive. Et au-delà de ça, on l'annonce, ça montre aussi, on parlait de pragmaticité, mais c'est aussi une vraie considération, une vraie adoption du sujet crypto. Aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme une couche technologique en faisant abstraction de tous les poncifs qui ont pu encore exister il y a quelques temps. Donc c'est une annonce qui est très symbolique, qui en termes d'adoption peut vraiment passer les cryptos à notre échelle, mais techniquement, sinon, les deux n'ont pas besoin de l'un ou l'autre pour fonctionner. Pendant ce temps, les États-Unis sont entrés cette semaine en shutdown, le 21e de leur courte histoire. Ça veut dire le shutdown, fermeture des administrations, 750 000 fonctionnaires qui voient leur emploi gelé dans les fonctions non vitales de l'État fédéral américain. Comment Bitcoin a-t-il réagi à ce début de shutdown, Claire? Quel impact sur les cryptos? Et est-ce que certaines décisions attendues du régulateur américain sur les cryptos vont du coup être reportées du fait de ce shutdown? Très bonne question. C'est difficile de prédire exactement les réactions de Bitcoin à ce type de nouvelles. On voit aujourd'hui que le cours du Bitcoin est quand même corrélé au moins en partie à ce qui se passe aux États-Unis. Et donc on pourrait très bien se dire, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis affaiblit le dollar et donc renforce Bitcoin, en tout cas dans son cours par rapport au dollar. Mais on pourrait aussi se dire que c'est un signal politique relativement négatif qui va faire baisser la consommation aux États-Unis parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui ne vont pas recevoir leur salaire. Et ça, c'est pas très bon en général pour l'économie, pour les marchés. Et donc les investisseurs auront peut-être tendance à plus se sécuriser.
Donc, il peut y avoir des mouvements très différents, une grande ambivalence des investisseurs. Et ce à quoi on s'attend surtout, c'est plus de nervosité du marché, c'est-à-dire un Bitcoin un peu plus volatile, des mouvements d'euphorie ou de panique qui peuvent être un peu plus violents. Je pense que la vraie conséquence sur l'ensemble du shutdown, c'est surtout que, vous le disiez, un certain nombre de décisions pourraient être reportées, en particulier à la SEC ou à la CFTC. Et donc ça pourrait retarder l'arrivée de certains ETF, par exemple. Oui, et de même que certains indicateurs américains cette semaine ne peuvent pas être publiés du fait de ce shutdown. Ça tombe mal parce qu'octobre s'annonce être un gros mois en termes d'annonces, de rendez-vous. On va en parler ensemble. Et peut-être d'ores et déjà sur la SEC, elle doit rendre dès ce mois d'octobre une avalanche de décisions sur les ETF, en l'occurrence les candidatures à des ETF crypto, Thibaut. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de dossiers qui arrivent à échéance. On en a 16 qui arrivent à échéance sur ce mois d'octobre, sur plusieurs cryptos, plusieurs sur XRP et sur Solana notamment, et quelques-uns sur Doge et XRP. Il y a une centaine de dossiers en cours aujourd'hui. Ça s'inscrit dans une continuité de ce que j'ai pu voir. Les analystes sont quand même plutôt confiants. On devrait avoir des approbations sur de nouveaux ETF crypto qui vont arriver prochainement, et ça semble être la suite logique aussi de la politique qui est menée par la SEC avec cette nouvelle administration depuis quelques temps. On est maintenant plus d'un an après les approbations des ETF Ether, donc en termes de timing, ça semble assez cohérent. Il y aura certainement des tirs groupés, donc il faudra peut-être patienter encore un tout petit peu pour que tout soit harmonisé, mais finalement c'est assez logique. Il faut prendre quand même un peu de hauteur sur ça et dire que ça va pas forcément être la même grille de lecture que Bitcoin et que Ether. On a vu que Ether n'a pas eu le même succès que Bitcoin. Certainement que pour XRP et pour Solana, les investisseurs de Wall Street auront aussi une grille de lecture qui est différente. Donc il faut prendre de la hauteur pour ça. Et qui dit aussi normalisation des approbations, parce qu'on se dirige tout doucement vers ça, veut dire aussi que l'impact sur le marché sera peut-être un petit peu moindre. Donc il ne faut pas forcément s'atteindre aux mêmes répercussions que ce qu'on a pu avoir dans le passé, puisque ça fera un petit peu moins date, mais effectivement on va arriver normalement à ce point de bascule qui était attendu depuis quelques mois. Les pros des cryptos, 20 minutes pour résumer l'ensemble de l'actualité crypto de la semaine. C'est votre machine à condenser le temps. Dans quelques minutes, on parlera de la semaine de rentrée de l'Adan. C'était une grosse semaine pour l'Adan. Et pour vous, Claire, vous nous raconterez tout. Comme si on était des petites souris. On aura droit à tous les indiscrets. Promis. Bon, on parlera aussi à nouveau des États-Unis, mais d'abord, quand même, ce petit pas de côté plus près de chez nous, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni tente de prendre de l'avance sur l'identité numérique. Alors, on doit aussi en parler de cette identité numérique. Keir Starmer souhaite mettre en place une identité numérique pour chaque citoyen britannique. En face, une pétition contre cette mesure de Keir Starmer. Cette pétition a déjà obtenu 2 millions de signatures. Il y a une vraie controverse là-bas au Royaume-Uni sur l'identité numérique. Qu'est-ce qui se joue et en quoi ça concerne aussi les investisseurs en crypto, Claire ? C'est presque plus une question d'ADN et de philosophie, de façon de voir les choses, plus qu'une question technique, parce que l'identité numérique, ça peut se faire de plein de manières, il peut y avoir des liens avec la crypto ou pas, mais là, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut en tant que population ? Est-ce qu'on veut une identité numérique ou non ? Sous quelle forme ? Et l'identité numérique telle qu'elle est pensée visiblement aujourd'hui au Royaume-Uni, elle fait peur parce qu'elle laisse planer des risques de surveillance de la part du gouvernement. Et c'est ça qui, je dirais, génère ces fameux 2 millions de signatures dans la pétition. Et c'est vrai que ça, c'est un thème assez cher aux personnes qui sont dans la crypto. Pas forcément les investisseurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs en crypto qui ne se posent pas nécessairement la question de l'ADN dans la crypto, mais dans les gens qui sont engagés dans ce milieu-là, on voit aussi beaucoup de gens qui sont engagés pour la possibilité d'être anonymes sur Internet, pour la possibilité de faire des transactions sans être systématiquement tracées. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une identité numérique, celle-ci pourrait aussi servir dans vos transactions financières, dans toutes vos interactions en ligne. Et ça, c'est un vrai risque, c'est un vrai danger. Et c'est pourquoi on a ces 2 millions de signatures. Et en France, on a le même type de projet dans les cartons, à savoir imposer une identité numérique pour chaque citoyen. C'est en cours. On a des projets. On a un projet qui s'appelle France Identité, par exemple, qui n'est pas exactement de la même nature que le projet au Royaume-Uni. Mais effectivement, c'est un projet qui a déjà 1,5 million d'usagers en France et qui, je pense, n'a pas tout à fait la même ambition que ce qui est réalisé au Royaume-Uni. Là, en France, on était plus sur effectivement une digitalisation, mais qui n'est pas nécessairement obligatoire, qui n'a pas vocation à être interopérable avec l'ensemble du système financier, en particulier avec la crypto. Et c'est un projet moins, je dirais, moins politisé
en France, là où au Royaume-Uni, c'est vraiment un fait politique, c'est-à-dire que le Premier ministre a pris position et s'est engagé sur ce projet et en fait une voie de modernisation pour son pays, alors qu'en France, je pense que la plupart des gens n'ont pas spécialement entendu parler de ce projet France Identité. On continue de mesurer à quel point l'écosystème crypto est en train peu à peu de pénétrer dans la finance traditionnelle, de l'amener à se transformer aussi, et on voit aussi toujours plus d'introductions en bourse, peut-être une en plus à venir d'ailleurs, celle de Kraken. On entend parler d'une possible candidature de Kraken après l'introduction en bourse réussie de Circle et celle de Gemini. Thibaut. Ouais. Alors on trahit pas de secret, ça fait un moment donné que Kraken s'était positionné sur le sujet. La target c'était 2026, donc on est en plein dans le calendrier, et surtout ce qui a refait parler cette semaine, c'est cette annonce d'un tour de table de 500 millions dans l'optique justement de préparer cette IPO. C'est assez logique avec leur stratégie. Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport aux autres, parce qu'on commence à avoir un mini track record avec certaines plateformes qui se sont déjà introduites en bourse, Coinbase, Circle, Gemini, avec des succès qui ont été et un engouement qui ont été différents à chaque fois. Et on voit que Kraken essaye de jouer une carte un petit peu différente. Si on regarde leur stratégie récemment sur les dernières acquisitions ou les dernières annonces, où ils essayent de prendre un périmètre plus large pour arriver et se préparer, pas être considéré comme entre guillemets un simple exchange crypto, et avoir vraiment plus un positionnement fintech digital un peu plus large. Donc c'est une approche un peu différente. On va voir ce que ça va donner. Cette levée s'inscrit dans ce cadre-là. Certainement beaucoup d'acquisitions aussi à venir derrière, mais ça s'inscrit dans la légitimisation et dans le besoin aussi de crédibilisation des acteurs crypto qui se mergent de plus en plus avec le système traditionnel. Oui, on voit de plus en plus d'ailleurs d'introductions en bourse à nouveau à Wall Street, et un petit retour des introduction là-bas, ce qui n'est pas vraiment le cas en Europe et encore moins ici à Paris, avec en plus un projet de flat tax, peut-être en France. On verra si la flat tax est encore amplifiée, si elle passe de 30 à 36, mais ça n'ira pas dans le sens d'une accélération des introductions en bourse ici à Paris. On peut faire un premier bilan des introductions justement d'opérateurs crypto à Wall Street. La dernière en date, c'était Gemini, la dernière grosse. Là-dessus, on se dit que le track record est 100% positif, ou vous apportez des nuances, Claire ? Le track record est relativement positif, effectivement, puisqu'on l'a vu pour Gemini, on a quand même eu un bon démarrage le premier jour, on avait une valorisation à 4,4 milliards, donc ça s'est relativement bien passé pour Gemini, mais on constate quand même une grosse volatilité du titre. Et quand on analyse un peu les mouvements, je dirais, de ces cours de bourse, alors tant pour Gemini que pour d'autres plateformes, on voit quand même qu'il y a une corrélation avec simplement le cours du Bitcoin. Donc le marché croît dans ces plateformes, mais il ne faut pas s'imaginer que le cours de l'action de ces plateformes sera complètement décorrélé du cours du marché crypto. La réalité, c'est que ça vous permet, quand vous investissez dans les actions de ces plateformes, de diversifier un peu vos investissements crypto, mais on n'est pas sur quelque chose de véritablement complémentaire. C'est une manière indirecte de vous exposer au marché crypto. La vague stablecoin, pendant ce temps, elle continue de monter, cette vague stablecoin. Maintenant qu'on ouvre le dernier trimestre de l'année, on peut tirer le bilan du précédent, du troisième trimestre. Il est super impressionnant. On aura vu une accélération du marché des stablecoins au point que ce marché frôle désormais, Thibaut, les combien ? 300 milliards de dollars ? Ouais, on les a même dépassés en fait sur les 48 dernières heures. Je crois que j'ai regardé juste avant l'émission, on était à 306. Donc ça y est, c'est passé. On a même passé les 300 uniquement si on considère les stablecoins dollars. Donc c'est significatif. Il y a eu cette accélération progressive, mais qui s'est quand même matérialisée vraiment sur les derniers mois. À voir si on regarde les entrées entre le trimestre 2 et le trimestre 3 de cette année, on a eu 11 milliards de nouvelles émissions sur le trimestre 2, et on en a eu 45 sur le trimestre 3, donc c'est assez significatif. Une course qui est encore largement dominée par Tether et par Circle, avec Tether qui pèse encore largement. Sur les 6 derniers mois, la moitié des nouveaux stablecoins émis ont été émis par Tether, qui n'est pourtant toujours pas conforme en Europe. Donc ça montre qu'il y a cet engouement qui grandit, et on commence aussi à avoir des positions en Europe qui changent un peu sur le sujet. Ça y est, on commence un peu à s'alarmer en Europe sur les stablecoins euros. Il était temps. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ça, on va voir. C'est-à-dire, c'est les 9 banques qui vont créer leur stablecoin euro. Notamment, il y a beaucoup de discussions. Le sujet, ça y est enfin remonté. L'accélération des stablecoins dollars aura au moins eu le mérite de réveiller ça. Et puis cette semaine, on le disait, c'est tenu, c'est l'une des autres grosses actus qu'il fallait suivre, la réunion de rentrée de l'ADAN. C'est vous, ça, Claire, la première avec ce nouveau board dont vous faites partie, Claire, comme directrice générale. Stanislas Barthélémy est président de l'ADAN. Quelles ont été, alors à l'occasion de cette réunion de rentrée, donc les grandes priorités affichées, les combats que l'ADAN compte porter pour l'avenir?
Alors, il y a des combats historiques que la DAN a toujours menés. Vous savez que l'association donc, qui représente les acteurs crypto aujourd'hui s'est construite à partir de la loi Pacte, donc pour mener des actions de lobbying sur la réglementation, la régulation des plateformes crypto. Donc ça, évidemment, ça va continuer sur la régulation fiscale également. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de nouveaux sujets depuis 1 ou 2 ans à la DAN, à la fois sur des marchés plus émergents. Je pense par exemple à la DeFi, à la réglementation qui pourrait arriver sur les Layer 2, puisqu'on voit que la finance traditionnelle s'en empare. On a parlé de Swift tout à l'heure. Et on voit de plus en plus une hybridation entre la finance traditionnelle et la crypto. Donc on a par exemple des sujets autour de l'assurance vie qui pourrait inclure des produits crypto. On a des sujets sur l'interaction entre les conseillers en investissement financier et les plateformes crypto, les fameux PSAN. Et une nouvelle priorité qu'on essaye aussi de pousser au sein de la DAN maintenant, ce sont tous les sujets liés à la souveraineté et à la résilience. Alors vous avez peut-être vu qu'on a sorti une tribune quant à la potentielle vente d'Exaion à un acteur américain, justement pour se mobiliser sur le sujet. Et puis, on voit par exemple que le sujet stablecoin euro est de plus en plus présent, y compris dans des débats au sein des institutions européennes. Et donc, on a vocation aussi à se positionner sur ce type de sujet, parce qu'on pense que c'est important pour faire de la France et de l'Europe des places attractives pour les plateformes crypto étrangères, mais aussi souveraines en termes d'infrastructure. Et ça se joue à l'échelle européenne aussi, j'imagine que vous travaillez en collaboration avec la DAN allemand, la DAN espagnole, la DAN italienne. Alors on a effectivement un certain nombre de collaborations avec d'autres associations, même si c'est vrai qu'en France, on a vraiment l'industrie la plus structurée. La DAN est la plus grosse association européenne sur ces sujets. En revanche, la DAN est présente à la fois à Paris, mais aussi à Bruxelles, avec des forces de travail pour nous aider auprès du Parlement européen et de la Commission. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, chaque vendredi, retrouvés sur la chaîne YouTube BFM Crypto en podcast et replay également, bien sûr. Merci Claire Balva, directrice générale de la DAN, donc, et Thibaut Boutroux, directeur général de Meria, avec nous tous les deux cette semaine. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.